NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Nous sommes dans le massif du Kunduz, une des zones les plus reculées du Pakistan. Longtemps fermée en raison du conflit avec l'Inde, la région abrite une multitude de sommets encore vierges. Un terrain de jeu parfait où les alpinistes Mathieu Ménadier, Nicolas Favresse, Carlos Molina et Jean-Louis Wertz lancent une expédition en 2018. Après plusieurs jours d'exploration, le groupe, en quête de face rocheuse, se hisse au sommet de leur première montagne, le Patan Peak. Mais là-haut, la joie laisse vite place à l'inquiétude. Dans la descente, une chute de pierre percute et blesse gravement Mathieu qui perd connaissance. Commence alors pour lui et le reste de l'équipe une véritable course contre la montre. Je m'appelle Mathieu Ménadier, j'ai 37 ans, j'habite à Briançon dans les Hautes-Alpes et je suis guide de montagne et puis alpiniste et moi ce que j'aime bien faire c'est voyager, faire des expés quoi. Donc moi je viens du ski alpinisme, du ski de compétition, donc j'ai fait beaucoup d'années de compétition d'abord de ski de fond puis de ski alpinisme. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai été en sport-études ski. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé l'alpinisme assez jeune. J'ai des parents qui ne pratiquent pas du tout l'alpinisme, donc qui m'ont vachement laissé faire de la montagne tout seul quand j'étais jeune. Et donc, du coup, ça m'a permis d'être assez vite autonome et indépendant en montagne. Et voilà, j'ai passé mon guide en parallèle de mes études quand j'avais 18 ans. Et j'ai pratiqué le métier de guide pendant une dizaine d'années, jusqu'à il y a quelques années en arrière, où là j'ai commencé à avoir un petit peu plus de revenus grâce à mes partenaires et pouvoir laisser un peu le guide et puis pratiquer plus d'un point de vue amateur, quoi. Un peu par hasard, dans un livre de Bernard Domenech, j'ai découvert une photo du massif du Kunduz. Et donc j'ai toujours cherché à visiter ce massif qui est fermé aux étrangers depuis 1981 à cause du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Mais à force de demander des autorisations, on a fini par les avoir. Donc il y a quelques années, avec Jérôme Pouvreau et Florence Pinet, dans le cadre d'un voyage avec Petzl, on est parti visiter ce massif. Donc on avait été au village de Lachit, qui est tout au bout au fond du massif du Kunduz, et on avait pu grimper un petit peu de rochers dans ces vallées. Et sur le chemin du retour, en passant au village de Tagas, on s'est aperçu qu'au-dessus du village, on voyait des grandes parois rocheuses. Donc voilà, j'avais toujours gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et puis quand j'en ai parlé avec Nico Favresse, qui était bien motivé pour aller au Pakistan, et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un voyage ensemble, ça le motivait d'aller là-bas. Et donc on a demandé les autorisations qu'on a obtenues, et on est parti pour Tagas. Mais on n'avait aucune info sur ce qu'on allait trouver, et donc ça a été une expé où on a d'abord cherché un objectif, puis après on a cherché à le grimper. Il faut quand même admettre, c'est que Jean-Louis c'est le maillon faible de l'équipe, et voilà, c'est un peu pour ça qu'on l'a pris. Pour qu'on se sente de temps en temps. C'est pour se sentir à l'aise. Donc on est parti à 4 grimpeurs, 2 Belges, Nicolas Favresse et Jean-Louis Wertz, qui est grimpeur et aussi photographe, et un Argentin, Carlito Molina, qui est un Argentin que Nico avait rencontré à Chalten, qui est venu s'installer en Europe et qui est surmotivé, et donc on lui a proposé, il était bien intéressé. Donc le but de cette expé, c'était d'explorer ce massif dont on avait peu d'infos et de trouver... donc on cherchait quand même des projets plutôt rocheux, on avait envie de grimper. Moi j'avais fait pas mal d'expés de mixte les années d'avant et j'avais envie vraiment de faire du rocher. Et le but aussi c'était quand même d'ouvrir une voie du bas, sans spit,
On avait vraiment quelques spits au cas où. Vraiment, le but, c'était de grimper sur Fresnes. Et si possible, c'était d'ouvrir une voie en artive pour ensuite la libérer en libre. Donc, on est d'abord allé au village de Tagas. Là, on a laissé nos affaires pendant 2 jours dans le village et on est monté tout seul, sans les porteurs, explorer un petit peu la vallée. Pour déterminer où c'est qu'on allait mettre le camp de base. Et rapidement, la tour, une tour s'est détachée du reste, était quand même vraiment la plus belle face du coin. Donc on a décidé de faire notre camp au pied de cette face. Donc on est redescendu au village et là on est remonté avec tous les porteurs et la logistique pour rester 1 mois là-haut. Il a neigé au camp de base. Alors du coup, on a installé notre camp de base dans une prairie à peu près à 2 heures de la face, à 4200 mètres. Après, dans un deuxième temps, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on allait la grimper. Donc ça a été trouver une ligne. On cherchait une ligne raide, mais nous, ce qu'on voulait, c'est de ne pas mettre de speed. Donc il fallait quand même des fissures, trouver du rocher pas trop compact. Donc on a fait une première tentative au plus raide. Là, c'est Nico qui est parti du bas dans la partie la plus raide de la face. On a pu monter de quelques longueurs, mais finalement, au bout du 2e jour, on a dû faire demi-tour parce que le rocher était beaucoup trop compact. Et donc là, on a dû se rabattre sur une ligne un petit peu moins raide, une ligne de dièdre, mais qui nous permettait de grimper dans le style qu'on avait envie de faire. Soleil! Vive Mexico! Donc du coup, on a grimpé cette voie, cette montagne dans un style capsule, ce qu'on appelle capsule. C'est-à-dire qu'on installe un camp, on fixe des cordes statiques au-dessus de ce camp, et quand on n'a plus de cordes statiques, donc là, nous en l'occurrence, on en avait à peu près 300 mètres, je crois, et ben on fait une journée de hauling, on appelle ça, on remonte le camp d'un cran, on réinstalle un nouveau camp, on récupère ses cordes statiques, et on va les fixer au-dessus. Bon, on a fait au moins une longueur où les chefs sont pas arrivés à aller, je crois. Ouais. Et c'est bien, par rapport aux locaux, vous êtes accro au-dessus. Du coup, faut plus dire, quand tu grimpes mal, t'es mauvais comme une chèvre. Non. Parce que là, les chèvres, elles font 6B, quoi. Ah oui. 6B dalle. Et puis après, pour s'acclimater, on a commencé à faire des portages au pied de la face. Et puis après, une fois qu'on a commencé à se sentir mieux, on a commencé à porter parce que le problème de ce genre d'ascension demande beaucoup de matériel, beaucoup de cordes, beaucoup de freins, donc beaucoup de portage. Donc ça nous a pris quand même quelques jours d'amener tout le matériel au pied de la face. Parce qu'il y avait un glacier un petit peu crevassé quand même pour y aller, quoi. C'était pas non plus débonnaire. Et donc ça, en gros, on a mis, on va dire, une petite dizaine de jours avant de commencer à être vraiment prêt à grimper. Ça, c'est la technique alpin. Du guide briançonnien. Briançonnais. Et toi, Carlitos, avec tes chaussons? Moi, ça va, je suis habitué. C'est bien la technique alpin, chausson alpin, glace. On a commencé à grimper. On a pu faire quasiment tout en libre, à part quelques passages. Dans des difficultés, on va dire, jusqu'à entre 6C et peut-être les pas les plus durs, jusqu'à 7B. On était toujours les uns un petit peu au-dessus des autres, dans du rocher quand même de qualité assez moyenne. Et donc des fois, il fallait un petit peu grimper sur des œufs pour pas faire tomber des pierres sur les autres, quoi. Et il y a eu aussi quelques passages qui auraient été pas si durs que ça à grimper en libre, mais dans du rocher assez moyen, c'était poussiéreux, un peu péteux, et donc pas forcément évident à grimper en libre. Et donc là, on a pris 3 journées, je crois, à se relayer donc par équipe de 2 pour fixer les 300 premiers mètres de corde qu'on avait et hisser tout le matériel en haut. Et le 4e jour, on est remonté pour s'installer au camp, récupérer toutes ces cordes et puis les fixer au-dessus du camp. Donc on avait installé notre camp à peu près à 5500 mètres. On avait donc 2 portes à ledge qu'on avait installés
On était obligé quand même de chercher une zone pas trop exposée aux chutes de pierre et quand même une zone bien fissurée puisque le portaledge tenait que sur frein aussi. On n'a pas mis de spit ou de... On pouvait mettre que des freins ou des pitons. Et donc il faut quand même trouver une zone de rocher sain et assez fissurée pour être sûr que votre portaledge va tenir, quoi. De là, on a refixé au-dessus. Au-dessus, on a encore fixé 200-250 mètres de corde, je pense. Jusqu'à une partie qu'on estimait moins raide, où on s'est dit qu'en partant de là, on pouvait aller au sommet à la journée. Donc, c'est ce qu'on a fait le 5e jour, quelque chose comme ça. T'as de la chance, pour ta première fois au Pakistan, t'as un sommet vierge, quoi. On est partis tous les 4, là, cette fois-ci. Et on a remonté nos cordes tôt le matin et après on a fait de la grimpe vraiment en pur style alpin, quoi, jusqu'au sommet dans des longueurs pas très très difficiles à part un passage ou deux et avec un petit peu de mixte à la fin, et ça nous a permis de faire le sommet en fin de journée. Moi, je suis venu que pour la vue. Hein. Je voulais voir ça. Moi aussi. Et là, on a une vue que quasiment personne n'a jamais vue. Quasiment aucune montagne qu'on voit a été grimpée. Et voilà, c'était magique parce qu'il faisait grand beau, pas de vent, et qu'on avait une vue sur tout le massif. Du K2, on allait du K2 jusqu'à l'Inde, on pouvait tout voir, et beaucoup de montagnes qui sont pour l'instant interdites et qui font rêver parce que c'est des montagnes, certaines ont été grimpées dans les années 70 et depuis ne sont plus autorisées. Et donc c'est un peu des mythes et c'était sympa d'arriver là-haut. Presque c'était ça la récompense, c'était de voir ce massif. Donc après on a entamé notre descente tranquillement, comme on ferait dans les Alpes, hein, en équipant des rappels. Pour retourner à notre portaledge, et dans nos plans, il nous fallait 2 jours pour rentrer. Donc une journée pour retourner au portaledge et puis une journée pour retourner au sol. Allez mon petit! À peu près au bout de 400 rappels, on a été attrapé par la nuit. Et donc, on avait repéré à la montée une vire qui était en rocher quand même très pourri, très péteux. Et on s'était dit qu'à la descente, il fallait pas qu'on fasse le relais sur cette vire parce que sinon, on risquait en tirant la corde de se faire tomber des pierres dessus. Donc quand on est arrivé à ce relais, moi je suis descendu 5-6 mètres plus bas pour faire un autre relais plus dans l'axe qui allait nous permettre de pas être expo. Et pendant que je bricolais ce relais, je sais pas ce qui s'est passé, mais la vire au-dessus qui nous faisait peur s'est effondrée. Du coup, moi j'ai été touché par des éclats. J'ai eu de la chance parce que c'est un gros morceau de caillou qui est parti et j'ai pris que des éclats a priori. Pour les autres, ça a été assez compliqué parce que quand ils m'ont retrouvé, j'étais inconscient, la tête en sang et je pendais au bout de la corde. Donc ils ont eu un petit moment assez pénible où ils savaient pas trop comment ils allaient s'y prendre. Et puis je suis revenu à moi au bout de quelques minutes. Donc ça a rassuré quand même tout le monde. Mais j'étais quand même j'étais en état de choc. Donc quand je me suis réveillé, je m'en rappelle pas, mais j'étais en état de choc, je hurlais en panique. Vraiment une grosse panique. Et moi, c'est vrai que quand même, j'avais quand même une grosse commotion cérébrale. Donc j'avais une fracture ouverte du coude et des vertèbres pétées. Donc c'est vrai que j'avais mal à beaucoup d'endroits. Mais même ça, je m'en rappelle pas. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai repris vraiment connaissance, j'étais déjà dans le portaledge et les autres avaient déjà contacté des médecins en France et avaient suivi les conseils des médecins. Donc j'avais été médicalisé et je sentais plus rien, quoi. J'étais sous médicaments. Donc on a passé la nuit dans le portaledge, une nuit assez angoissante parce que ça, tout le monde me l'a dit que après. Mais les médecins étaient hyper stressés que ça se passe mal dans la nuit, quoi, que je meurs dans la nuit, quoi, hein, clairement. Donc les autres m'ont vachement surveillé et m'ont empêché de dormir. J'ai pas dormi cette nuit-là, personne n'a dormi parce que les médecins avaient vraiment dit qu'il fallait pas que je dorme. Et dès que le jour s'est levé, on a recommencé la descente. On est descendu, on est arrivé à la Rimée en début de matinée. Les hélicoptères étaient censés arriver tout de suite pour me récupérer.
Et puis entre-temps, ils ont eu un problème, quand ils ont été appelés sur un autre accident apparemment plus important encore. Donc ils ont eu un petit peu de retard. Donc moi, comme j'étais pas si mal que ça finalement avec la médicalisation, j'ai pu marcher jusqu'au camp de base. Et on est arrivé au camp de base en fin de matinée. Et là, les hélicoptères sont venus me chercher et m'ont amené à l'hôpital. Ensuite, j'ai passé 2 jours dans un premier hôpital militaire à Skardou. Et puis j'ai été transféré à Islamabad. J'ai passé encore 2 jours à Islamabad et où on m'a pas vraiment soigné. J'ai commencé à avoir très très mal au bras et la main toute gonflée. Et en fait, j'étais en train d'avoir une infection de ma plaie. Et là, par contre, ça a commencé à devenir inquiétant et on a accéléré très très fort les choses pour que je rentre en France me faire soigner. Donc voilà, donc là après tout s'est accéléré, je suis rentré en France et là j'ai été pris en charge tout de suite. Il crevait quand même, hein. Ouais, putain. Putain. C'était chaud. On a bien amorti le nouveau casque, hein. Ouais. À mon avis, c'était pas si gros. Hein. J'ai parti mes pieds. À tes pieds. C'est toi qui m'as fait partir ça, Pépito? C'était gros comment, tu crois? Donc on est caillé 1 mètre ou comme ça. Ah ouais? Ah ouais. C'est ça qui est parti? Tu te souviens, on avait fait le relais, ces petits vires, Ouais. tout ça est parti. Ouais. Ah ouais. Je vais être encore plus con qu'avant. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour les autres parce que je pense qu'ils ont été choqués par l'accident. Ça leur a mis quand même un petit coup. Il y a quand même eu un long moment où ils ne savaient pas si j'étais vivant ou si j'étais mort avant de venir me voir. Et puis après, il a fallu qu'ils remontent dans la phase pour tout démonter, tout récupérer. Alors que quand on a eu un accident dans une phase, on n'a pas envie d'y retourner. Ça reste un bon souvenir parce que c'était une super expé jusqu'à cet accident malheureusement. Après, au niveau des séquelles, c'est vrai que je me suis longtemps réfugié derrière le fait que j'avais aucun souvenir pour me dire que j'avais pas de souvenir positif mais pas non plus négatif. Donc pour moi, et finalement j'ai été un petit peu rattrapé par le truc quelques mois plus tard et je pense que ça m'avait quand même beaucoup plus affecté que ce que je pensais au début. Au début, je pensais avoir que des blessures physiques. Et en fait, au moment où j'ai commencé à me rétablir physiquement, c'est là que j'ai commencé à prendre un peu les conséquences psychologiques, on va dire, hein, de l'accident. Et voilà, il a juste fallu que je laisse un petit peu de temps au temps. Ça a pris une bonne année et puis c'est revenu. Hein. Cet accident n'a pas changé fondamentalement ma vision de la montagne puisque c'est des questions que je m'étais déjà posées avant, hein, savoir si je continuais, si je changeais des choses. Et donc voilà, c'est un bon rappel à l'ordre. Ça permet aussi des fois, ça m'a peut-être avec du recul, on s'est juste dit que on avait peut-être trop poussé dans une ligne qui s'y prêtait pas. C'était une ligne qui s'y prêtait pas à passer autant de temps dedans, qu'on aurait peut-être dû grimper dans un autre style. Donc c'est une expérience de plus pour nous aider à prendre des bonnes décisions par la suite. Mais ça change pas mon rapport à la montagne pour l'instant. Malgré le fait que j'ai eu cet accident pendant l'expé, j'ai eu de la chance puisqu'on avait fait le sommet quand même. Donc on en aurait fait d'autres, mais l'objectif principal était fait. On a passé un super moment et moi j'ai trouvé vraiment hyper intéressant le process d'exploration. L'objectif premier, c'est d'explorer. Ça allait pas être forcément l'expé performance parce qu'on sait que chercher la montagne prend du temps, déterminer une stratégie prend du temps, les accès on savait pas combien de temps ça nous prendrait. Et il faut quand même se dire que des montagnes à explorer dans le monde, il y en a très peu. Ou alors les seules zones qui sont pas explorées, c'est des zones fermées militairement, ces zones de conflit. Et j'ai la chance de pouvoir me permettre ce genre d'expé parce que maintenant j'ai de l'aide avec des partenaires. Peut-être qu'avant... c'est vrai que je cherchais des projets plus clés en main parce que quand je partais en expé, ça me demandait tellement d'investissement personnel que je pouvais pas me permettre de partir me promener comme ça un mois au Pakistan. Et maintenant je peux et c'est vraiment une chance. Qu'est-ce que tu fais, Carlitos? Quoi, je vais remonter? Mais attends un peu, on va faire une petite fête là. Pourquoi partir dans un big wall?
les salles d'escalade sont à 2 pas. Oui, Carlitos, tu es encore jeune, tu es encore très innocent. Oui, Jean-Louis, tu sais, la Belgique, c'est pas le Pakistan. Pourquoi partir au bout du monde quand le paradis est à 2 pas? Pourquoi partir dans des big walls quand on peut grimper en bas de chez soi? Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com.